et la crypto-monnaie qui sont lancées ça. Monsieur le directeur général, quel est selon vous, bien, pour moi, l'Afrique francophone semble être réticente et persuadée même, au final, pour mettre en place un cadre réglementaire aux crypto-monnaies dans notre région. C'est une question éminemment politique, à laquelle il est difficile de répondre une temps blanc. Mais si je peux essayer un peu de tirer deux considérations, quelque chose qui m'intéresse. La première est que nous héritons d'un système colonial et le système ayant plus ou moins construit nos mentalités, nous ne sommes pas la force des choses réticents à l'innovation. Parce qu'il sort du cadre réglementaire, nous avons une espèce de fétichisme de la loi. Je ne vais pas rappeler les faits. Lorsque je suis à l'université, quelqu'un nous a interrogé sur le droit administratif. Et l'un des chapitres forts qu'il aimait dire à l'université, c'était la loi de la la loi est parfaite. Bon, à partir du moment où le législateur a décidé, on dirait que à la limite, vous n'avez plus à contester. Le jour où cette même loi sera modifiée par le même législateur, la nouvelle version sera évidemment comme l'étudiant qui était heureux de retenir cette formule, il est là. Moi-même, à la disposition parfois devenu enseignant occasionnel, je ne me suis pas privé de répliquer cela. Sauf que quand je me suis élevé certaines distances vis-à-vis cela, que les études de théologie, j'ai constaté que précisément, la loi était parfaite. Alors, l'école est parfaite, elle devrait au moins critiquer, elle devrait contester si les circonstances pour l'amélioration. La loi est faite pour aider les problèmes des hommes. C'est ce que le conseil nous avait dit. Et si ça ne règle pas les problèmes, on doit être en exécutif et donc changer à l'avenir. Nous avons un fétichisme de la loi qui laisse croire qu'elle est désincarnée. À la limite, c'est le bon Dieu qui a envoyé parmi les hommes. Il faut respecter la loi. Mais en même temps, tous les jours, rechercher les voies d'amélioration. Donc, premier élément, le fétichisme de la loi issue de la culture colon, la culture française. Le deuxième élément qui en réalité la suite logique, c'est nos apports monétaires. Nous sommes dans une zone qu'on appelle la CFA et nous sommes venus au respect des obligations qui ressortissent à cette convention. Et bien des éléments mis à disposition de cette convention, c'est le franc CFA qui est la monnaie exclusive de la vie. Cela signifie dans l'interprétation restrictive et courante que nous ne pouvons recourir à aucune autre monnaie, y compris même le bloc, théoriquement. Théoriquement, même pas le bloc. Vous comprenez tout de suite que c'est absurde, d'autant plus que ceux qui ont initié cette convention chez eux ont des monnaies binaires, ont des monnaies locales. En France, il y a des monnaies locales, en français. Pas seulement le franc français, le franc breton, le franc, etc. Ici, il y en a des centaines. On peut
d'utiliser une autre monnaie que la monnaie. Service économique fait partie des opportunités qu'offre l'économie. Savoir disposer d'une monnaie locale. Alors, tout bien-il que ceux qui admettent chez eux qu'il y a une monnaie locale pour les besoins de la cause, estiment ailleurs que ce serait et nous, en bon élèves, appliqués, nous faisons tel qu'ils nous le disent, non pas tel que ça doit être. Avec ce double héritage, ce double enseignement, à la fois psychologique et légal, vous comprenez que ceux qui décident spontanément vous disent qu'il ne faut pas autre chose que les gens ne savent pas, pour une raison, les doutes qui visent à sortir des institutions et ils ont bien de ce là pour sortir des serres d'une institution centrale. En l'occurrence, la BA. Vous avez deux en face de deux logiques totalement opposées. Et seules deux formes que nous avons. La première forme, naturellement, c'est la forme institutionnelle, institutionnelle, qui, dans les apparences aujourd'hui, interdites. Vous avez le Sambo Coin là, c'était le homme. Les autorités ont décidé, on est discipliné, on a. Mais vous avez le bottom qui est la puissance du consommateur et du consommateur. Une puissance intellectuelle, une puissance pratiquante et qui met en application ce qui devrait être, c'est-à-dire que la loi est faite par les hommes. Par les hommes et pour les deux. Il n'est de loi, ça c'est le professeur de il n'est de loi que de société. Une société sans loi, ça n'existe pas. La loi est de toute façon une société. Et la loi met en règle, en musique, et la constitution. Parce que nous sommes en relation, il y a une loi que nous avons élaborée pour fluidifier les échanges. Si on n'a pas de relation, il n'y a pas de loi. Donc, la loi doit constater l'état des rapports. Vous m'avez compris. J'avais mis en d'autres termes que les pratiquants de Bitcoin ont la possibilité d'imposer la loi. Parce qu'ils l'auront pratiqué. Parce qu'ils auront constitué une force inarrêtable à tel point que l'autorité institutionnelle sera Récent. et elle est à tout intérêt, parce que sinon, vous remarquerez, quand vous êtes avec le dollar, que de moins en moins de personnes utilisent ces fonds. Quand les choses vous échappent, faites en sorte de faire croire que c'est vous qui les étiez en même temps. En philosophie. Faites en sorte qu'on pense que c'est vous qui les mettez en pouvoir. Vous gardez l'autorité, alors qu'en fait, vous échappez déjà. Et définitivement, puisqu'il y aura une cassure. Donc, pas la pratique, pas la force intellectuelle, de concurrence de produits.
cela oblige le règlement. C'est ça. Deuxièmement, elle va prendre des impôts sur vos fondations. Au moment où on parle de l'élargissement fiscal, il faut une assiette fiscale pour prélever l'impôt. Il y a quand même des gens qui font des bitcoins. Il faut les gagner. Oui. Oui. Voilà, donc, ne désespérez pas, continuez. Ça va venir. Merci, monsieur. Voilà deux points. Déjà, notre zone économique est soumise à des conventions strictes. Et comme disait le directeur, cela peut être bousculé par la force du peuple, puisque les lois sont faites pour le peuple et non contre elle, contre lui, exemple. Et là, les événements comme ceux-ci sont dans une occasion de pouvoir pousser au bout les États, pousser au bout les conventions, pousser au bout les institutions. Et c'est la raison même principale de la conférence du Gouvernement Afrique que nous organisons cette année, la première édition, et qui s'étendra dans d'autres pays africains dans les années à venir. Et puisqu'on parle de cela, maître, et vous qui êtes sur plusieurs territoires à la fois, quel regard portez-vous sur l'évolution de mise en place d'un cadre juridique dans les États où vous êtes déjà, et par rapport à l'Afrique, quel rapport peut-on établir? Est-ce qu'il y a une avancée ici, ou alors est-ce qu'on régresse, ou alors est-ce qu'on stagne? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, on fait bien de m'inviter à l'exercice d'études comparées. Disons les choses, nous sommes dans un écosystème qui est dynamisé par les tendances internationales. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que nous nous retrouvons en train de faire ce qui est la tendance déjà quelque part. Donc ça arrive, l'intéressement arrive jusqu'ici parce que ça a déjà fait bouger les lignes quelque part. Et c'est le cas de le dire aux États-Unis, effectivement, en Chine, dans plusieurs autres pays qui sont, on va dire, des précurseurs dans tout ce qui est finances décentralisées, Bitcoin, notamment, habitudes ou institutions financières non traditionnelles. Il y a beaucoup de choses qui sont passées déjà et qui ont permis d'en arriver dans certaines juridictions comme en France aujourd'hui à des règlements sur les cryptoactifs. Ça existe déjà. Et il y a beaucoup de ces habitudes-là qui ont intéressé, qui intéressent déjà les Africains. Et ça descend là. Effectivement, il y a beaucoup de pays sur les parties réglementaires se sont déjà inspirés de ces standards-là. Pas en Afrique anglophone, c'est vrai que l'Afrique du Sud est déjà assez avancée. Le Nigeria, effectivement, travaille dessus et est plus porté sur des cryptoactifs qui sont plutôt maîtrisés par la Banque centrale. Donc, les deux tendances, en règle générale, c'est qu'il y a la finance traditionnelle qui est sous le capot de la Banque centrale et la finance non traditionnelle qui s'appelle décentralisée, qui est plutôt gérée par tous ceux qui constituent la force. C'est-à-dire que tous les utilisateurs, tous les consommateurs de ces services financiers de ce type-là sont eux qui fixent les règles. Et parce qu'ils fixent les règles, effectivement, on ne peut pas dire que ce qu'ils font n'a pas de règles. Il y en a. À la seule différence que au niveau étatique, effectivement, n'est pas encore totalement attaqué dans certaines divisions ou alors dans d'autres on a déjà avancé. Pour revenir au cas du Cameroun ou de l'Afrique centrale, parce que c'est la zone CEMAC qui a proposé le franc CFA, la Banque centrale, jusqu'ici en termes d'interdiction, ça me semble à crypto-monnaie, depuis 2022, a formellement communiqué que les banques
les microfinances et les établissements de paiement agréés, évidemment, c'est-à-dire que tous les établissements financiers qui opèrent sous l'égide de la Banque centrale ne sont pas autorisés à effectuer des transactions ou alors à entretenir des comptes en crypto-monnaie. C'est l'interdiction actuelle qui n'a pas encore été levée, malgré la réforme du service du marché financier en 2022. On attend toujours de voir qu'avec la réforme du service du marché financier et le règlement général de la COSUMAF qui ont clairement institué les actifs numériques, qui les ont définis, qui ont défini quelles sont les entités qui sont autorisées à offrir des services financiers sur l'activité numérique, c'est-à-dire les prestataires de services sur l'activité numérique. Ce qu'on attend actuellement, c'est la corrélation entre ces prestataires-là et les prestataires traditionnels. Et aujourd'hui, nous ouvrons deux écosystèmes qui veulent que la Banque centrale a ses entités assujetties et la COSUMAF a ses entités assujetties. Donc, nous ne sommes plus, on va le dire, dans un no man's land où il n'y a pas de régulation. Les services actifs sont déjà en activité. Maintenant, les conditions d'accès à l'agrément sont effectivement gérées par la COSUMAF. Merci. Là, on avait fait un rapport entre le système traditionnel financier et le système actuel. Je pense que une question qui va dans ce sens et nous aimerions bien avoir votre avis sur ce point. Je me rappelle en 2022, j'étais invité au ministère des Postes et des Télécommunications pour mon premier séminaire sur la crypto-monnaie et la blockchain. Par la suite, j'ai été invité à plusieurs reprises. J'ai toujours nourri cet espoir de voir un plan réglementaire établi. Je le disais, peut-être c'est un coup et comme des affaires sont souvent très là au niveau administratif. Mais après, on a vu un pays comme la République centrafricaine officialiser le Bitcoin comme monnaie officielle. Et on peut se demander, docteur, est-ce qu'il y a des tests qui régulent l'utilisation des actifs numériques, ou alors des tests en laboratoire, ou alors des pensées scientifiques, puisque vous êtes enseignant-chercheur sur ce sujet-là. Quelle est l'avancée sur le plan scientifique? Mais vous direz d'abord en nous parlant des tests. Qu'est-ce que les tests disent même de ça? Je vous remercie de m'accorder une fois de plus la parole. Alors, avant de m'appesantir sur votre question, permettez-moi de revenir sur les éléments qui ont été abordés par mes prédécesseurs. Je veux m'intéresser particulièrement sur une espèce d'hantise qui a tendance à envahir justement l'opinion publique en ce qui concerne les crypto-monnaies. Et cette hantise s'adresse ipso facto in extenso à l'endroit des décideurs. De manière générale, ou en règle générale, la réticence ou la défiance de l'État ou des voies et pouvoirs publics à l'endroit des crypto-monnaies de manière générale, pour ne pas se focaliser spécifiquement sur le Bitcoin, est due au moins à deux considérations. La première considération est d'ordre politique et la seconde est d'ordre économique. Pour la première considération qui est d'ordre politique, il est important de savoir que les pays, aujourd'hui, les États africains, ou particulièrement les États de la CEMAC, sont fondamentalement souverainistes. Permettez à ce que ma conception de la souveraineté ne soit pas nécessairement compatible à celle de mes prédécesseurs. Le directeur général a proposé l'option de la souveraineté comme un facteur de libération, comme un facteur d'émancipation. Mais en règle générale, les pouvoirs publics considèrent la crypto-monnaie comme un facteur de limitation de leur souveraineté. Je m'explique. Alors, en droit constitutionnel, il y a une définition de la souveraineté qui est axée sur les pouvoirs régaliens de l'État. Il y a des pouvoirs que seul l'État est habilité à exercer. On parle donc de pouvoirs régaliens ou de missions régaliennes. Il s'agit de la justice, de la diplomatie,
de l'émission de la monnaie et de l'intérieur, voire même de l'armée, sont des pouvoirs que l'État ne privatise pas. Donc l'État ne saurait privatiser les services de la gendarmerie, de la police, de la justice et de la diplomatie. Si un État est dépossédé de l'un de ses pouvoirs, il n'est plus un État. Ce sont ces pouvoirs qui garantissent justement la souveraineté de l'État. Moi, je parle ici de la souveraineté dans une perspective purement juridique, pas politique. Alors, les États se rendent donc compte que si on libéralise les crypto-monnaies, on est en train de perdre un pouvoir qui est très important, qui est le pouvoir de l'émission monétaire, comme l'a rappelé le directeur général tout à l'heure. Il est totalement absurde de donner le soin aux particuliers ou encore aux citoyens de battre leur propre monnaie en réalité, parce que le minage, c'est battre monnaie. J'espère que nous sommes tous d'accord. C'est battre monnaie, c'est fabriquer la monnaie. Donc voilà la hantise du point de vue politique. Il ne faudrait pas que l'État perde un pan de sa souveraineté. Et je rappelle que dans la Constitution, il est écrit expressis verbis que l'État est jaloux de sa souveraineté. Jaloux voudrait dire qu'il ne voudrait pas partager un pan qui relève de son ressort avec un tiers ou avec des particuliers. Ça, c'est sur le plan politique. Alors, dans cette perspective, en matière monétaire, ou dans ce qui concerne les politiques monétaires, le pouvoir de l'émission de la monnaie, en ce qui concerne particulièrement les pays de la CEMAC, a été conféré ou affecté à la BA. En réalité, c'est même une remise en cause des prédispositions antérieures qui voudraient que chaque pays soit en mesure de battre monnaie, puisque en principe, chaque pays est censé battre sa propre monnaie. Mais dans le cas de la coopération sous-régionale ou encore communautaire entre les 6 pays de la CEMAC, on peut également étendre cette même lecture au niveau des États de la CEDEAO. Le pouvoir libératoire ou monétaire est conféré à la BIA. C'est dans la BIA qui est chargée d'émettre la monnaie et de définir les politiques générales en matière monétaire. Maintenant, dans cette même perspective, il est important de rappeler que lorsque les États s'offusquent ou ne voudraient pas utiliser l'expression interdit, sont méfiants vis-à-vis des crypto-monnaies, c'est simplement parce que les crypto-monnaies ne garantissent pas encore toutes les caractéristiques d'une vraie monnaie. Peut-être que je peux me tromper en termes de stabilité, en termes de parité, en termes de taux d'échange. Et la sécurité juridique voudrait que les États soient en mesure de garantir cela, au moins pour la stabilité économique. Il faudrait que l'économie fonctionne normalement. On ne voudrait pas y avoir une monnaie qui change du jour au lendemain. La fluctuation monétaire. La fluctuation monétaire est une cause d'insécurité juridique et même économique. On élimine la volatilité. Voilà les raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, les États sont conservateurs. Ils ne veulent pas des évolutions, ils ne veulent pas des aménagements, ils sont encore en phase d'observation. On ne s'implique pas fort. La seconde considération qui est d'ordre économique et je dirais même d'ordre financier, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines pratiques qui sont peu orthodoxes et qui compromettent la fluidité ou la mouvance des crypto-monnaies. C'est le cas par exemple des blanchiments des capitaux et du financement du terrorisme. Le directeur s'est inscrit dans un paradigme contraire à ce que je voudrais relever. En réalité, si les crypto-monnaies peuvent davantage favoriser la lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme, il y a un autre facteur qu'il faut tenir, il faut prendre en considération. C'est que dans le cadre de cette sécurité, de cette transparence et tout ce qui va avec, il y a aussi l'anonymat. L'anonymat, ça veut dire l'anonymat entre les utilisateurs, l'anonymat entre les intervenants. Et chaque fois qu'on parle d'anonymat, il y a un risque de blanchiment du capitaux. Et lorsqu'on parle de blanchiment du capitaux, ça va de pair avec le financement du terrorisme. Il y a des fonds qui peuvent provenir certainement sur des plateformes de crypto-monnaies, et la source est avec la provenance. Il est possible aujourd'hui pour un fonctionnaire de détourner des fonds publics et de convertir cela facilement en crypto-monnaie ou de remettre à quelqu'un et de recevoir en retour des crypto-monnaies.
sans passer par la banque. Sur 12, il donne en Parce que poche. si le fonctionnaire passe par la banque, il pourrait s'agir d'une autorité, mais pas d'une autorité présente ici. Si le fonctionnaire passe par la banque, il sera possible qu'on Soit tracé. Il sera possible plus tard aussi qu'en matière d'enquête, en ce qui concerne justement le placement des capitaux avec l'ANI, qui est l'Agence nationale des investigations financières, que ce soit compliqué de mettre main sur l'autorité en question. Voilà dans les éléments qui sont liés au financement du tourisme. Et enfin, il y a d'autres mauvaises pratiques. Nous connaissons tous les pratiques qui ont été dénoncées, qui ont été créées par les pouvoirs publics et même par l'opinion publique nationale et même internationale. Ce sont je pourrais dire des aventuriers qui se sont lancés dans l'écosystème des crypto-monnaies et qui ont eu à causer beaucoup de dégâts aux utilisateurs ou aux consommateurs. C'est le cas par exemple de la crypto-monnaie l'IMAN. On les appelle tous les Ponzi. Il y a aussi Milda. Il y a plusieurs autres plateformes qui ont eu à soutirer de l'argent aux consommateurs, à soutirer de l'argent aux fanatiques des crypto-monnaies ou aux acteurs de cet écosystème. Et ces phénomènes financière ont eu à conduire les pouvoirs publics à se méfier de manière drastique. Dans le même ordre d'idée, en 2020, la COSUMA a pris une décision interdisant sensiblement 14 entreprises du sillage des crypto-monnaies à procéder aux investissements ou à procéder à des installations ou à des implantations dans différents pays concernés. En 2020, une fois de plus, l'autorité monétaire nationale, qui est le ministre des Finances, s'est insurgé contre les entreprises non agréées faisant l'appel public à l'épargne par le truchement des crypto-monnaies. Le cas de la Centrafrique viendra simplement couronner la situation et une espèce de couronnement de malheur. C'est qu'après le cas de la Centrafrique, il y a eu des décisions, comme l'a relevé maître Daniel, des décisions de la COBAC interdisant les entreprises à s'immiscer, les entreprises justement bancaires et de microfinance, à recevoir des opérations ou des transactions liées aux crypto-monnaies, dans le seul but de protéger les usagers contre un certain nombre de mauvaises pratiques, malsaines, pouvant compromettre la sécurité et la protection financière des populations. Dans ce même jargon, l'article 6 de l'Union monétaire d'Afrique centrale, qui est une institution financière de l'Afrique centrale, au même titre que l'Union économique d'Afrique centrale, est clair là-dessus en disant que dans le cadre de l'espace monétaire de la CEMAC, c'est le franc CFA qui a pour les opérations financières, pour les opérations bancaires, pour les opérations d'assurance et pour les opérations commerciales. C'est ce que cet article peut prévoir. Donc voilà un peu les raisons fondamentales de la méfiance des autorités vis-à-vis des crypto-monnaies, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique. Merci, docteur. L'un des freins majeurs qui empêche à ceux qui puissent avoir un cadre réglementaire de la crypto-monnaie en Afrique, c'est la méfiance, la peur de perdre la souveraineté. Et on suppose aussi que les institutions financières actuelles qui participent à la souveraineté de l'État, je parle ici de la Banque centrale, sont également dans cette même crainte-là. Et là, je vais poser la question à Maître. Vous lui demandez, dans cet écosystème qu'on est en train de créer, quelle sera la place des institutions traditionnelles? Merci pour la question. Par institution traditionnelle, ici, j'entends les banques et l'assurance. Je reviendrai sur ma position, celle que j'ai que la prestation de services actifs, c'est-à-dire que les plateformes comme Java et assimilées sont déjà réglementées. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation où il n'y a pas de et Java a réglé son dossier. Je pense que
il est en voie d'obtenir une décision. Et le dossier de Clara, c'est un dossier que nous suivons dans mon cabinet, font partie des tout premiers gérés par la COSUMAF en relation avec l'octroi d'agrément de prestataires de services scientifiques. Donc, il y a déjà une réglementation. Maintenant, qu'est-ce que les régulateurs recherchent pour s'assurer que ces prestataires-là vont correctement faire le travail sur le terrain? La crainte est là. La crainte est qu'il y a beaucoup de précédents qui ne sont pas des précédents positifs. Il y a eu plusieurs appels à l'épargne qui ont dégénéré. C'est-à-dire que des opérateurs, des promoteurs de structures, de plateformes sont retrouvés en train de spolier les consommateurs. Parce qu'on vous invite à investir et à la fin de la journée, la personne qui vous invite à investir n'est pas à payer et elle est en mesure de disparaître du jour au lendemain. Ce sont ces situations-là qui ont jusqu'ici été le ventre mou de la réglementation, dans le sens où il faut essayer de contenir la peur des consommateurs et les mettre en situation d'être rassurés. Le régulateur intervient en disant, écoutez, on va vous rassurer, mais comment on fait? Si une personne qui offre, une entité qui offre des services créatifs numériques vient solliciter l'agrément, qu'est-ce que nous on va aller rechercher dans son dossier pour garantir que ce que monsieur X ou bien opérateur a fait à un moment donné ne va pas se reproduire? Il y a beaucoup d'éléments de garantie que le régulateur va solliciter. Bébé là n'est pas d'accord avec ce qu'on dit là. Bébé là n'est pas d'accord avec ce qu'on dit là. Tout ce qui se retrouve de la bonne moralité des opérateurs. Donc, les questions de lutte contre le blanchiment d'argent et financement de terrorisme sont très sérieusement considérées dans le traitement de ce dossier-là par la COSUMAF. Les questions de KYC, c'est-à-dire que savoir quels sont les intervenants sur la plateforme, quels sont les opérateurs, leurs antécédents, leur moralité. Il y a beaucoup de travail d'enquête de moralité effectué par le régulateur, en l'occurrence la COSUMAF, pour s'assurer que effectivement on va aller octroyer la licence à une entité qui est portée par des promoteurs civils. Donc voilà les solutions. Maintenant, au titre de garantie financière, on a besoin de savoir que vous allez aller collecter l'épargne des consommateurs de vos services, mais comment ces consommateurs-là pourraient éventuellement être dédommagés en cas de dérive de votre part. Donc ça participe de comment créer une certaine sécurité financière pour garantir la réparation du préjudice. Si le préjudice survient à un moment donné, le régulateur va regarder la capacité financière des porteurs de projet. Notamment, ces sociétés-là elles doivent être des sociétés anonymes déjà, parce que la réglementation des sociétés anonymes est assez corsée. Ce ne sont pas des sociétés qui peuvent disparaître du jour au lendemain, parce que l'encadrement juridique des sociétés anonymes est très restrictif. Et on ne s'engage pas dans cette voie-là quand on est un voyou. Donc, les sociétés anonymes déjà, et le capital social, c'est 300 millions. 300 millions pour fournir ce service-là. Donc, en plus de cela, les dirigeants sociaux, notamment le directeur général adjoint, doivent avoir un certain niveau d'études. Il y a des exigences de diplôme, de formation qui sont requises, et également des exigences de probité. De probité morale, c'est-à-dire les antécédents, extrait de casier judiciaire et tout ce que vous avez déjà eu à faire dans le secteur financier ou ailleurs. Maintenant, on a besoin de s'assurer qu'on va aller octroyer des agréments à des personnes qui sont solides sur le plan de leur profil, qui peuvent offrir de façon éthique et sérieuse des services scientifiques. Maintenant, la place des institutions qui viendraient renforcer le sérieux qu'on recherche dans la fourniture de ces services-là, ce sont les sociétés d'assurance. Il y a pas mal d'assurances requises
pour être vraiment dans l'inspection de la stabilité de la structure, qu'on ne soit pas en train d'agréer une société qui va disparaître du jour au lendemain et qui va laisser dans la désolation des personnes qui sont allées investir sur cette plateforme-là. Donc, les sociétés d'assurance, l'avenir que je prédis dans le renforcement des capacités des prestataires de services certifiés, c'est vraiment que l'assurance spécifique soit fournie. Ce sont de nouveaux services, ce sont de nouveaux comportements. C'est vraiment l'innovation à tout point de vue. Et les compagnies d'assurance peuvent soutenir ce mouvement-là en offrant des polices spécifiques qui viennent soutenir le caractère novateur des services. Donc, c'est à ce niveau que je positionnerai les assurances. Maintenant, au niveau des banques, je les positionnerai plus dans la collaboration. Comment les banques pourraient aider à créer une véritable passerelle entre la finance décentralisée et la finance centralisée, c'est-à-dire traditionnelle. Et à ce niveau-là, effectivement, ça reste encore le travail du régulateur de créer une passerelle. C'est vrai qu'il y a des questions très très sérieuses de stabilité économique. Il y a sur le plan des taux, des services assimilés, la volatilité, le fait qu'on ne soit pas sur des cours réguliers sur de longues périodes. Donc il y a un peu d'incertitude aujourd'hui qui justifierait que la passerelle ne soit pas claire, mais les banques pourraient effectivement aider à soutenir ce business-là en collaborant sur des services spécifiques qui permettraient de passer d'un système à un autre. Merci. Je vois encore. Ce qu'on va comprendre dans notre école, déjà, maître Pavel de l'Écara, qui est déjà dans le caractère etc., c'est tel même que l'entreprise est déjà arrivée. C'est vrai, vous avez eu la présentation tout à l'heure de cette entreprise par Unitest. On voit que les choses avancent. On va parler des banques et de la coopération que les banques peuvent avoir avec des entreprises cryptographiques. On sait une chose, c'est sûr, les évolutions parfois sont très bousculées, mais lorsqu'elles s'envolent, comme on dit au Cameroun, c'est parti. Et monsieur le directeur, nous savons que vous êtes des décideurs, mais vous êtes aussi aux oreilles des décideurs. Et on peut poser une question qui est simple. Si vous devez, monsieur le directeur, conseiller les décideurs à propos de l'adoption, voire de l'encadrement, de la régulation du Bitcoin, de la blockchain en Afrique, quel pas leur proposerez-vous à poser entre vous? Oui, je vais répondre à votre question et exprimer quelques réflexions pour discuter l'expérience de l'intervention. Je vais rapidement, en ce qui vous concerne, d'abord la connaissance. Ça veut dire, vous l'avez dit, la chance d'être dans des réunions, ces questions sont évoquées avec les personnes qui sont sensibles ici. Je puis vous dire que le plus gros défaut, c'est vraiment je dis bien clair, peut pour rester compétent. Ça, c'est ce que le Bitcoin. Donc, je le mets sur le dos de vente. La voie publique à force de séminaires, des producteurs, conférences, publications, articles, ça va augmenter comme le coût du poids, financièrement, du droit, sous forme de prise de connaissance. Je ne trahis pas un secret, je dis que au moment où on parle, il n'y a jamais eu de réunion officielle sur les crypto-monnaies. Bien sûr, dans le ministère des Finances, il n'est pas en cours de travail sur la question, serait-ce que pour l'étudier. Petit tchamba,
Cela signifie que cela est remis à la bonne volonté des uns et des autres. Il ne s'agit pas que du ministère de l'Économie, il s'agit d'autres institutions. Il s'agit même d'institutions internationales. J'ai discuté de la Chambre avec le Conseil d'administration de la Banque, j'ai discuté avec les hauts responsables de la Banque africaine de développement. Vous en parlez, quand vous entendez avec une banque africaine de développement, vous êtes impressionné, mais ils ne savent pas ce que c'est que l'économie. On est obligé de les pousser, j'espère que sous ma pression, pas seulement, d'autres aussi, un groupe de travail qui va être créé pour en débattre, pas pour discuter, il faut d'abord ouvrir le connaissance, un débat, et après l'étape suivante. Donc c'est là que nous mettons les délais à pousser, à produire, à écrire dans les journaux, dans les débats télé, tout ce qu'on connaît parler de ça, c'est là. Donc on va des besoins. On peut passer les deux. Vous travaillez dans ce domaine? Pardon? Vous travaillez dans le domaine des cryptos et tout ça? Nous sommes une académie en fait, une académie d'éducation, Où de ça? formation. Elle est basée au Cameroun. Elle vient du Nigeria, mais nous avons une base au Cameroun. D'accord. Et ça s'appelle comment? Manoka Island Trade. Et vous utilisez quoi, les blockchains? Oui, en fait, la formation consiste déjà à plonger les gens dans l'univers de la crypto et puis dans la manipulation des porte-monnaies électroniques, comment entrer sur le marché, comment investir dans la crypto-monnaie. Ok. Et puis avec un accompagnement en réalité. Et de manière indépendante. Tout à fait indépendante. Donc, on vous forme. Vous êtes Et puis, on vous accompagne juste. Le reste, vous le faites seul. Vos porte-monnaies électroniques, vous avez les accès. Vous investissez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, quand vous pouvez. En réalité, on est là pour vous guider. Pour contrôler vos mots de passe, vos numéros clés, La disruption, ce n'est pas la rupture, ce n'est pas le changement, ce n'est pas une évolution simple. C'est une modification structurelle à l'encontre de l'ordre. À l'encontre. Ce n'est pas une continuité. La disruption, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et fort au point que ça remet en cause l'autre. Hein? La portée, c'est quoi? Si on dit le Bitcoin, c'est une technologie disruptive, ça signifie que même la définition de l'État va changer. C'est pas quelque chose, quand on dit État, ça tombe pas du ciel. L'État, dit la province, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est arrivé au 18e siècle. Je suis dans une conférence, je te rappelle dès que je finis. Il y avait des institutions privées qui avaient connu diverses fortunes. Il n'y avait pas l'État sans voiture, sans ce qu'on entend. Quand on veut du ciel, c'est né, ça peut disparaître. Et c'est né à la faveur d'événements sociaux. L'État républicain, au nom du Parlement, le Parlement est né du fait que le peuple a réclamé des droits politiques, qui étaient cultivés par les clergés et d'autres, et à l'époque, on a créé le Parlement. Et le Parlement n'existait pas avant. Dans le sens